Depuis des années, on annonce sa mort. Et pourtant, la télévision ne cesse de se réinventer. Plateforme de streaming, télé segmentée, Smart TV, on vit aujourd'hui une véritable révolution du paysage télévisuel. Pour comprendre toutes les opportunités pour les marques, je vous propose aujourd'hui d'en parler avec Mélanie et Mathieu. Hello Mélanie, hello Mathieu. Salut. Vous allez bien ? Très bien, merci. Bon, merci beaucoup d'être à UV, bienvenue à UV. Et Mathieu, welcome back à UV, puisqu'on a déjà eu l'occasion de t'accueillir ici. Mélanie, tu es responsable marketing pub à TF1+, également sur la data, côté TF1 Pub. Et Mathieu, tu es responsable média à l'agence. Ensemble, on va parler de plein de choses. On va parler de télé segmentée, on va parler de streaming, on va même parler un petit peu de Smart TV. Bref, on a un sacré programme pour aujourd'hui. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. D'abord, pour parler de la télé segmentée. On en entend parler depuis un moment, d'ailleurs il y a quelques temps justement Mathieu, tu as pu en parler derrière ce même micro, mais les choses bougent vite et je pense que c'est intéressant de revenir sur justement une définition, un concept qui est pas évident à comprendre et qui est souvent mal compris en réalité. Est-ce que peut-être Mélanie, tu veux commencer par revenir sur le principe de la télé segmentée ? Effectivement, comme tu l'as dit, pas évident à comprendre. Alors la télé segmentée, très simplement, c'est la capacité de décrocher le flux linéaire en télé et d'adresser une publicité différente en fonction de la personne qui est en face de l'écran. On a la capacité, si je vous donne un exemple, d'adresser une publicité qui est différente à quelqu'un qui va regarder un contenu tel que Quotidien chez nous à Marseille, à une publicité différente, aura une publicité différente également à Paris. Et là, on est en capacité d'aller adresser en fonction des critères géologues ou des critères de sociodémo de la personne qui regarde son contenu. Donc ça, il y a quelque chose qui fait qu'on va chercher presque des critères qu'on avait hier que sur le digital. Et on les applique ici à la télé. Exactement, et ça c'est notamment dû grâce à la complémentarité qu'on peut avoir avec les fournisseurs d'accès Internet. Donc on travaille avec Orange, SFR, Bouygues et bientôt Free, ce qui nous permet de récolter cette fameuse data et derrière adresser en segmentant l'audience sur le linéaire. Ok. Ça fait un petit moment qu'on en parle finalement, mais ça arrivé relativement récemment. Où on en est aujourd'hui justement sur l'avancée de la télé segmentée ? Effectivement, ça fait un petit moment, on parle de la télé segmentée depuis 2021. On est en capacité de segmenter l'audience en linéaire depuis 2021. Ça a été un long chemin pour pouvoir le faire. Donc, c'est une initiative qui vient initialement des US, des États-Unis. On a encore du chemin à faire puisque aujourd'hui, on parle de télé adressable, mais on n'est pas en capacité de rajouter l'adresse sur les différentes créas qu'on peut avoir en télé segmentée. Donc, on a fait beaucoup de chemin pour pouvoir le faire. On a avancé beaucoup sur la législation autour de la télé segmentée. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour justement arriver à cette adressabilité à 100% dans le cadre de la télé segmentée. Ok, j'imagine ça, Mathieu, que alors ça va encore changer beaucoup plus de choses à l'avenir pour toi, mais ça ouvre déjà de nouvelles perspectives aujourd'hui sur tes plans médias. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui la télé segmentée ? Ouais, c'est vrai que ça a ouvert pas mal de choses. Déjà, la télé, c'était un vieux média. Là, on le voit que c'est en train de se réinventer. On dit souvent que la télé segmentée, c'est le meilleur du digital et du média télé. Parce que d'un côté, on a la puissance et le contexte du média télé associé à la granularité du ciblage digital. Donc côté, on va dire, annonceur, on peut cibler plus précisément avec des spots plus personnalisés, ce qui renforce l'efficacité des campagnes tout en limitant la déperdition. On passe d'un ciblage qui est assez classique à un ciblage beaucoup plus puissant grâce à la data apportée par les opérateurs. Donc la télé segmentée, ça permet de personnaliser ces campagnes grâce à la data et à la géolocalisation. Ça permet d'optimiser son budget publicitaire en atteignant spécifiquement son audience cible. Et c'est surtout que ça rend le média aussi accessible. Beaucoup plus accessible parce qu'on peut faire des campagnes pour quelques milliers d'euros sur une zone donnée, là où avant, il n'y avait que les gros annonceurs qui pouvaient aller en télé. Donc la télé, elle est adressable, optimisable et abordable. Ok. Est-ce que ça a un intérêt aussi pour les téléspectateurs finalement ? Est-ce qu'ils s'en rendent compte déjà ? Alors, les téléspectateurs, pour eux, c'est assez transparent pour eux. Je ne suis pas sûr qu'ils s'en rendent réellement compte. Et c'est surtout que ça va avoir un impact parce qu'ils vont voir des publicités plus intéressantes car elles seront mieux ciblées.
C'est vrai que jusqu'ici, la télévision, finalement, il fallait que ce soit de très grosses marques et pour une histoire de moyens, mais aussi pour que ces marques puissent aient intérêt à aller chercher une audience qui soit aussi large. Là, on peut aller chercher des publics plus spécifiques justement grâce à ces données de ciblage. Si on rentre un peu dans le détail, justement, ces données, ces outils de ciblage, aujourd'hui, quelles sont-elles? Est-ce qu'il y a aussi des contraintes d'ailleurs associées à ça, Mélanie? Alors, je complète parce qu'il y a aussi des grandes marques qui peuvent activer la télé segmentée en faisant du multilocal et en adressant des créas différentes en fonction de la géolocalisation activée. Ce qu'il faut avoir en tête côté télé segmentée, et qui est intéressant, c'est la puissance, puisque même si on segmente l'audience télé, on a aussi un reach qui est conséquent, puisqu'on adresse plus de 15 millions d'individus français. On travaille au foyer, puisqu'on récolte la donnée issue des FAI. Donc, on va travailler sur 7,1 millions de foyers français adressables. Ok. Les FAI, pardon? Les fournisseurs d'accès Internet, pardon. Comme je le disais juste avant, c'est Orange, Free, SFR et Bouygues. Oui, tout ça est lié. Donc, c'est au niveau des box ensuite chaque foyer. C'est à ce niveau-là que les données sont collectées. C'est ça. Au moment où vous contractualisez avec Bouygues, par exemple, lorsque vous changez de box Internet, vous donnez vos données, donc d'âge, de sexe et d'adresse email. C'est fait automatiquement, ça, quand même, ou on doit l'accepter aujourd'hui? Alors, vous devez effectivement l'accepter. On ne peut pas décrocher le flux linéaire si la personne en face de son téléviseur n'a pas donné son autorisation. Il y a justement 3 contraintes, entre guillemets, qui nous permettent derrière d'adresser en télésegmenté. La première, c'est déjà de recevoir la télévision par Internet, donc soit via une box, comme on le disait, Free, SFR, Orange ou Bouygues, soit en Smart TV, puisque maintenant on est en capacité aussi d'aller adresser le live en Smart TV. Il y a évidemment la récence de la box, puisqu'il y a des box sur le marché qui sont encore assez rustiques, on va dire, pour aller justement adresser et décrocher le live. Donc il nous faut quand même une certaine récence de box. Et puis il y a la fameuse notion d'opt-in. Donc on dit opt-in, c'est la nécessité de récolter le consentement de l'utilisateur, ou en tout cas du spectateur qui est devant sa télévision et qui accepte d'avoir un décrochage au niveau du live télé. Ok, donc il y a des contraintes d'éligibilité. Ceci dit, tu le disais, en réalité, il y a déjà aujourd'hui une audience, il y a déjà un reach. Il y a déjà un gros reach, oui. Oui, il y a déjà un gros reach qui d'ailleurs fait, pour comparer l'audience mensuelle d'un site tel que Booking ou Le Monde par mois. Et si on compare à une plateforme de SVOD, ça fait quasi 2 fois l'audience d'un Amazon Prime. Ok, oui, c'est ça. SVOD, c'est ce type de plateforme type Amazon. Exactement, type Amazon ou Netflix qui ont des services payants pour accéder à du contenu. C'est ça. Donc, malgré la récence et malgré les contraintes que tu as listées, c'est vrai que finalement, il y a déjà une audience à aller chercher. Mathieu, comment tu t'adaptes justement à ces quelques contraintes, ou comment, en tout cas, tu l'intègres dans tes stratégies médias? Alors, c'est pas si compliqué. Déjà, la télé segmentée, il y a beaucoup de similitudes avec le digital. Ouais, tu le disais. La première chose, c'est son mode de commercialisation, c'est du CPM, coût pour 1000 impressions. C'est la même chose qu'on a sur la partie digitale. Contrairement à la télé classique, on ne peut pas forcément choisir son heure de diffusion ni son emplacement. On n'est pas dans une logique, on va dire, de média planning, mais vraiment sur une logique d'audience planning. On cherche avant tout à toucher un profil. Et ça, c'est très similaire également aux campagnes qu'on peut faire en programmatique. Donc, ça se rejoint beaucoup. Et c'est ça, on n'est jamais sûr d'être affiché à tel endroit, à telle heure et à tel endroit. Mais par contre, on est sûr de toucher le nombre de personnes qu'on avait décidé initialement, quoi. Et le profil data, et le profil. C'est surtout ça, en termes de géolocalisation ou en termes de centre d'intérêt. C'est vrai que c'est un changement de manière d'aborder les choses, de modèle mental qui est totalement différent finalement sur ce canal. Exactement. Et après, en termes de contraintes, il y a aussi ce qu'on va dire, on peut diffuser à date uniquement que du 15, 20 ou 30 secondes. Alors après, ça, c'est pas si contraignant, il faut juste le savoir en amont. Et d'ailleurs, c'est la plupart des formats qu'on a
en ce moment quand on veut diffuser en télé, donc c'est pas vraiment gênant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la télé segmentée, elle va rendre le média plus performant, plus accessible, mais quelque part, l'accessibilité et cette capacité de ciblage ne font pas tout. Il faut quand même garder en tête l'exigence créative liée aux médias télé. On va se retrouver dans un tunnel publicitaire où on va avoir du Decathlon ou du Nissan, et il faut qu'on ait quelque part un film de qualité pour pas être ridicule. Et ça, c'est quand même à prendre en compte. On dit que le média est accessible pour quelques milliers d'euros, mais il faut quand même être capable d'investir dans un spot de qualité. Et puis, il y a également tous les autres frais qu'on ne sait pas forcément, qui sont les validations RPP. C'est pas grand-chose, mais c'est aussi quelques frais. Oui, c'est là où faut pas non plus juste, faut pas juste venir pour l'appât de la télé pas chère. Ouais. Il y a des contraintes, et c'est vrai que l'exigence créative notamment, elle peut être, je pense que l'effet peut être en partie négatif. Ce qu'on voit parfois notamment dans des cinémas locaux par exemple, où on voit des spots qui sont faits, et oui, mais finalement, en quelle mesure ça ne dessert pas aussi la marque. C'est là où il faut s'inscrire dans une démarche créative. Ouais, il y a un enjeu d'image aussi derrière pour la marque. D'être sur un média aussi puissant, il faut que les critères de qualité soient au rendez-vous sur justement la copie télé. Oui, c'est des choses sur lesquelles vous demandez, vous exigez une certaine qualité ici. On n'exige pas forcément une qualité sur la créa, mais en revanche, on a quand même un droit de regard sur la diffusion derrière avant de mettre à l'antenne. Ouais. C'est là aussi, donc, il y a les contraintes, tu le disais, de la RPP, donc il y a quand même une forme de validation. Oui. Et puis, faut que ça serve en effet, bien sûr, l'image de la marque. Faut se rappeler que ce moment, ce spot, ce slot télésegmenté, il sera à côté des publicités classiques, en linéaire. Donc il y a quand même aussi un effet de comparaison qui doit être valorisant pour la marque. Si on rentre sur des cas concrets, Mathieu, on a déjà eu l'occasion d'accompagner des clients en télé segmenté. Peut-être qu'on peut se pencher sur le cas de Concept Alu, donc qui est fabricant d'extensions d'habitat, de vérandas, de pergolas, d'abris de piscine également. Et donc on a travaillé pour cette marque en télé segmentée. À quel moment justement la télé segmentée est arrivée ? Qu'est-ce qui a justifié ce passage sur ce média ? Alors, le cas Concept Alu, c'est un cas super intéressant parce que Concept Alu, il couvre 66% du territoire, et historiquement, ils étaient en télé 100% classique. Donc, ils avaient une diffusion nationale. Donc de fait, il y a un tiers de perdition déjà qui part directement. Exactement. Et ça, c'était quand même gênant. Mais avant la télé segmentée, on ne pouvait pas vraiment faire autrement, à moins de faire la télé régionale. Donc on a décidé de migrer sur un combo télé segmentée plus streaming, ce qui nous a permis en fait de diffuser uniquement la campagne sur les départements qui nous intéressaient, avec une surcouche data propriétaire de maison. Donc, l'objectif, c'était vraiment de toucher tous les foyers qui pourraient potentiellement être intéressés par une extension d'habitat. Okay. Alors on voit qu'on a des critères quand même qui sont relativement précis. Là, c'est pile l'audience cible de Concept Alu. Pour le coup, on ne peut pas faire plus précis. Et on a même rajouté d'autres critères de ciblage comme la CSP et l'âge. Après, il ne faut pas trop avoir de critères de data parce que sinon, le potentiel se réduit. Il faut quand même, faut pas être trop gourmand sur cette partie-là. Et en termes de performance, les résultats sont au rendez-vous. Chaque année, on fait un baromètre de notoriété pour Concept Alu. Et cette année, on a gagné 6 points en notoriété assistée et 11 points sur la cible des intentionnistes véranda. Donc, on va continuer dans ce sens l'an prochain en intégrant aussi des nouveaux peut-être ciblages data qui nous permettront encore d'être plus performants. C'est vrai que là aussi, ça permet d'avoir des retours plus précis finalement et après coup de pouvoir avancer sur plusieurs vagues et de pouvoir optimiser ces critères. C'est aussi un atout finalement qu'on a depuis un petit moment sur le digital et qu'on a désormais sur la télé segmentée. Est-ce que Mélanie, tu as peut-être d'autres exemples à nous partager, d'autres use cases intéressants justement de marques en télé segmentée ? Écoute, on en a un tout récent qui est le cas Jeannot Menuiserie, qui est un annonceur finalement qui est implanté sur tout le territoire français, mais avec des zones où il est peu représenté. Donc il a travaillé une campagne de géolocalisation en télésegmenté. On a mené une étude sur ce cas-là, Jeannot Menuiserie, en différenciant les exposés et non exposés. Et via cette étude, on a des résultats qui sont plutôt positifs puisqu'on constate une augmentation de plus 59%
de drive to store, donc de visite en magasin, sur les personnes qui ont été exposées à la campagne de télésegmenté géolocalisée. Et on s'est rendu compte d'ailleurs d'un autre indicateur qui est très intéressant pour les cas de télésegmenté, c'est qu'on constate que la répétition a des vertus positives, puisque ce fameux 59% monte à 70% de visites en magasin, quand on a une répétition qui est au-dessus de 10 points de répétition. Donc finalement, c'est des cas comme ça qui nous permettent de montrer la pertinence de la géolocalisation, même sur des acteurs qui sont finalement implantés au sein du territoire français, mais avec des zones géographiques bien précises. Ouais, ça permet, c'est vrai, d'avoir cette précision, d'avoir une logique multilocale, là aussi, qui est pas toujours évidente à avoir sur d'autres médias. On a pas mal parlé de télésegmenté. Je vous propose, parce que c'est finalement à la fois une offre parallèle, d'ailleurs tu le disais, qui est en partie complémentaire, c'est le cas pour Concept.lu, qui est le streaming, une offre, ou en tout cas un nouveau pan côté média où tout bouge très très vite, il faut bien le dire. Vous lancez il y a quelques mois TF1+, notamment. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce qu'est aujourd'hui TF1+, qu'est-ce qui a justifié ce lancement, puis c'est quoi derrière donc l'ambition de TF1 derrière TF1+? Alors, comme tu l'as dit, tout va très vite. On a mis un coup d'accélérateur dans notre stratégie digitale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a sorti TF1+ en janvier dernier. Ça fait maintenant 5 mois. La volonté derrière ce lancement de plateforme, c'est de devenir la plateforme de référence en gratuit sur le divertissement familial et l'information sur les territoires francophones. Donc l'idée, c'est aussi d'aller travailler sur la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, sur cette nouvelle plateforme. La volonté de ce lancement, c'était de casser un peu les codes du replay. On était trop identifié comme étant une plateforme de replay. Ouais. L'idée, c'est de switcher et de changer de positionnement pour devenir une plateforme de streaming. Alors, est-ce que tu peux peut-être expliquer justement c'est quoi cette différence? En quoi TF1+, n'est pas vraiment une plateforme de replay? Maintenant, TF1+ est devenu une plateforme de streaming, puisqu'on a un peu coché toutes les cases de la plateforme de streaming. C'est-à-dire qu'on a des contenus longs disponibles sur tous les environnements à n'importe quel moment. Il n'y a plus de contraintes de timing en termes de disponibilité des contenus. On a un peu cassé cette notion de première plateforme de replay très dépendante de la télé, en ajoutant des contenus qui sont issus de l'environnement digital, donc exclusivement disponibles en digital et pas dépendants de la grille télé. Ah oui, il y a des choses qu'on peut retrouver que sur TF1+. Exactement. Aujourd'hui. Il y a des contenus qu'on peut retrouver que sur TF1+, et qui ne sont pas diffusés sur TF1 ou TMC du groupe TF1. On va également retrouver des exclusivités digitales. Donc là, on crée des expériences autour de grosses franchises telles que The Voice ou Secret Story, par exemple. Donc on va créer des expériences qui doivent donner envie aux téléspectateurs de se rendre sur TF1+, et d'aller étendre, élargir leur expérience autour d'un environnement de programme. D'accord. Est-ce que peut-être tu peux donner un exemple ici justement d'expérience? Écoute, sur The Voice, on a lancé The Voice Comeback sur la dernière saison, qui était une compétition en parallèle du programme, avec une incarnante qui était Camille Lelouch, et qui permettait d'avoir un pendant digital au programme, avec un rendez-vous récurrent pour les téléspectateurs qui pouvaient continuer leur programme en allant sur TF1+ et regarder des épisodes qui étaient dédiés au digital, avec une influence sur le programme à l'antenne. Donc c'est aussi une mécanique qui est assez nouvelle, mais qui permet de créer de la fidélité autour d'un programme et aussi de la curiosité. D'accord, ouais, c'est vraiment pas juste retrouver ce qui a déjà été diffusé. Pas du tout. Il y a vraiment une logique d'extension des programmes. Le retrouver ce qu'on a diffusé, c'est vraiment cette notion de replay. Là, comme tu le dis, l'extension, c'est cette volonté d'embrasser les codes d'une plateforme de streaming. Très bien, vraiment c'est très clair. Et puis, c'est un mouvement qui est important, qui permet aussi, d'ailleurs, tu le disais, Mathieu, d'un média télé qui a sans doute besoin d'une logique de digitalisation et de transformation. Et on voit la vitesse à laquelle ça se fait aujourd'hui. Et puis, finalement, vous arrivez dans une autre cour avec une forme de compétition avec les plateformes de streaming qu'on connaît bien. Tout bouge très, très vite de ce côté-là. Mathieu, pour les annonceurs, qu'est-ce que ça change finalement? En quoi alors tu le disais, c'est en partie complémentaire d'ailleurs de la télé segmentée. Quelle place ça a toi aujourd'hui dans tes stratégies médias? Alors ouais, c'est complémentaire à la télé segmentée, mais ça répond surtout à des usages différents. La télé segmentée, c'est le flux linéaire, c'est quelqu'un qui va allumer sa télé et qui va voir une publicité. Le streaming, c'est de la vidéo à la demande.
Donc on est sur un usage qui diffère, qui est en pleine progression. Ceci dit, c'est pas que sur un ordinateur. Ah oui, bien sûr. On peut avoir un desktop, mobile et tablette. C'est pas uniquement et d'ailleurs ça se fait beaucoup sur mobile et beaucoup sur tablette. Ce qui est intéressant sur la partie streaming, c'est son reach. Pour le coup, il y a une portée qui est hyper importante, et il y a aussi, en termes de data, un volume de data très granulaire qui nous permet vraiment d'aller chercher l'audience qui nous intéresse. Et après, nous aussi, on aime bien mettre du streaming dans nos plans, parce qu'on nous demande souvent de travailler la notoriété, mais également de générer du trafic sur le site de nos annonceurs. Donc là, on a fait récemment, par exemple, une campagne pour la Fédération française de cardiologie, une campagne dédiée aux femmes. Donc on a fait une campagne où on est venu diffuser un film de 20 secondes avec un format, ce qu'on appelle enrichi, où il y a un habillage en fait autour de cette vidéo qui incite la cible à se rendre sur le site pour en savoir plus. Et ce qui est très étonnant, c'est que on travaille la notoriété en diffusant ce film, mais ça nous a permis aussi de générer beaucoup de trafic sur le site de l'annonceur. Et on sait que c'est des visites de qualité et pas forcément du clic d'erreur, parce que les personnes, ils restent déjà plus de 60 secondes sur la page et font des actions sur la plage. Ouais. Donc, c'est le meilleur, quelque part. Nos clients nous demandent souvent de faire de la noto et, quelque part, de travailler aussi la performance. Ce type de format est intéressant. Ok, on y voit plus clair, et c'est vrai qu'il y a une logique du meilleur des deux mondes de digitalisation ici de l'offre ou du contenu autour de la télévision. C'est relativement récent. Est-ce que peut-être vous pouvez nous éclairer en quelques chiffres, ou comment se rendre compte de la place aujourd'hui justement qu'a le streaming aujourd'hui, par exemple chez TF1+, ça représente de grosses audiences? Est-ce que vous avez quelques exemples? Ça représente des grosses audiences aujourd'hui. TF1+ est en capacité de toucher plus de 56% des Français via sa plateforme, c'est-à-dire environ 35 millions d'utilisateurs. Donc c'est un gap aussi qui a été important lors du lancement de TF1+, puisqu'on était plutôt aux alentours des 25-26 millions en 2022-2023. Donc c'est un reach qui est conséquent, une couverture qui est conséquente, et qui est de toute façon en train d'évoluer. Et je pense qu'on n'est pas à la fin de cette longue aventure en termes de puissance, ça c'est sûr. Alors, on voit que ça évolue en effet à toute vitesse, aussi pour l'ensemble d'ailleurs du paysage médiatique. Ta vision peut-être, Mélanie, justement, voilà, des prochaines étapes. Alors tu l'évoquais, il y a peut-être l'arrivée de nouveaux partenariats avec de nouvelles box pour avoir encore une couverture plus grande sur la télé segmentée, mais plus globalement l'évolution du paysage médiatique, pour toi c'est quoi les prochaines marches? Effectivement, sur la télé segmentée, c'est de réussir à ramener Free dans cette course justement à la télé segmentée. Et puis d'un point de vue plus global sur le digital, on le voit, tous les broadcasters commencent à développer leur propre plateforme avec cette notion d'extension de contenu. Donc il y a une vraie volonté d'embrasser ces nouveaux codes, de se mettre au niveau de ces plateformes vidéo qui, elles, ont des formules plutôt payantes. Donc on va dans cette dynamique-là, ce qui est plutôt un avantage aussi bien d'un point de vue business que d'un point de vue utilisateur, puisqu'on rend encore plus qualitative l'expérience autour de la vidéo, et en plus de ça dans un environnement gratuit, ce qui fait notre force en termes de broadcaster. On le voit, on dit souvent d'ailleurs que les Français sont en partie allergiques à la publicité. Ceci dit, en partie, ces plateformes-là arrivent aujourd'hui avec des offres, donc pour les citer Netflix ou d'autres, avec des offres avec de la publicité, en partie pour baisser aujourd'hui le coût de l'abonnement. Et ça a l'air de trouver son public. En tout cas, voilà, la présence de publicité. Oh, je vous sens dubitatif. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ces offres-là? Alors oui, ça trouve son public. Après, il y a des modèles qui sont différents sur le marché. Oui. Il y a des puissances qui sont pareil différentes. C'est encore très marginal pour certaines plateformes. Donc il y a aussi un modèle à instaurer. Je pense que il y a, comme tu l'as dit, il y a un rapport à la publicité qui doit évoluer. Un rapport à la publicité dans un modèle payant, c'est quelque chose qu'on n'avait encore pas vu sur les 12 derniers mois. Donc c'est vrai qu'il y a un nouveau
une nouvelle tendance qui émerge. En revanche, nous, ce qu'on aime bien rappeler en tant que broadcaster, c'est que justement, on met à disposition du contenu gratuitement et justement, on ne fait pas payer pour regarder de la publicité. Donc, c'est vrai que c'est un modèle assez différent. C'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler et rappeler aussi que si on met de la publicité en tant qu'acteur, que ce soit privé ou public, c'est aussi pour financer des contenus derrière et mettre à disposition les nouvelles saisons de Koh-Lanta, les nouvelles saisons de The Voice ou d'HPI qui marchent très bien chez nous. Et plein d'autres choses qui arrivent. Mélanie, Mathieu, je crois qu'on a fait le tour. On a réussi en quelques minutes, en tout cas on l'espère, à amener des réponses sur tous ces enjeux de digitalisation autour de la télé segmentée et des plateformes de streaming, notamment de TF1+. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode d'UV. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur thelinks.fr.